Je m'appelle Antoine et je crois que je suis avant tout un grand rêveur. Depuis que je suis ado, gamin, je rêve des projets. Je suis tout le temps en train de penser à des projets, comment on va construire ça, comment on va faire. Puis voilà, ado, j'ai rêvé à différents projets, des projets de bambouserie, d'aquaponie, de trucs sans m'y connaître du tout en fait, hein. Mais j'avais envie ouais, de cultiver un petit oasis, comme ça j'avais un peu ces idées-là en tête. Et puis voilà, après avoir voyagé, baroudé un peu quelques années, ben j'ai eu envie de me former là-dedans, en fait, d'avoir quelques billes pour pouvoir aménager comme ça des territoires, des terrains, des paysages. Je suis tombé sur une formation d'architecture du paysage. Je n'étais pas du tout parti pour une formation longue, je voulais faire des petits stages, des trucs. Puis finalement, quand j'ai lu le descriptif, ça a vraiment vibré, ça a résonné, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est ça qu'il me faut. C'est vraiment, voilà, il y a à la fois de la créativité, il y a un lien aux plantes, il y a un lien au vivant, il y a le fait qu'on peut, voilà, il faut anticiper, se projeter dans le temps, qu'est-ce que ça va donner dans l'espace. Il y a un côté social, il y a plein d'aspects qui me branchaient. Donc quand j'ai lu le descriptif, je me suis embarqué. Je suis reparti pour 3 ans et demi, 4 ans de formation, une école d'ingénieur là à Genève. Puis ça m'a vraiment fait rentrer dans cet univers du paysage, voilà, aussi bien urbain que plus sauvage, que naturel et tout ça, aussi bien le jardin, le parc et tout, la forêt. Il y a eu un cours qui m'a vraiment passionné là-bas, c'était la dendrologie. C'était un cours sur les arbres. On avait 4 heures par semaine sur la science de l'arbre, enfin la découverte de l'arbre avec un gars complètement passionnant, là, Robert Péroulas. Et lui, voilà, il m'a vraiment ouvert des fenêtres sur le monde de l'arbre. Puis voilà, j'ai fini ces études, puis je suis sorti, j'avais pas envie de bosser, je me suis rendu compte que ça débouchait en principe sur des boulots en bureau d'études, super intéressant dans la tête, mais pas du tout ancré terrain. Et j'avais pas du tout envie de me déconnecter du terrain, au contraire, j'étais là plutôt pour m'y connecter. Donc en sortant, je me suis mis un peu à mon compte en freelance pour faire un peu des projets les uns les autres, puis ça m'a laissé du temps pour m'impliquer dans des jardins collectifs d'abord. Et puis voilà, on a créé un bout de jardin collectif là où j'étais à l'époque, à Grenoble, sur une friche, un terrain où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, de la terre tremblée. Super beau paysage, mais difficilement accessible. Puis on a relevé le défi avec quelques copains, on s'est lancé dans l'aventure, puis ça, voilà, ça a fait boule de neige, ça a été une super aventure collective. On a été juste 10 fois plus vite que ce qu'on avait imaginé sur les plans. On s'était dit, oh, on va prendre 3-4 ans pour aménager le terrain. Puis en fait, en un an, on avait déjà tout terrassé. C'était incroyable. Les gens nous voyaient des fenêtres de loin de la ville, puis ils venaient nous aider. Ils passaient par là, ils prenaient une pelle, un râteau au lieu d'aller courir dans le parc au-dessus. Enfin voilà, ça a vraiment pris. Moi, ça m'a complètement montrer à quel point la force du collectif pouvait être importante, à quel point pour cultiver un écosystème, il fallait aussi qu'il y ait un écosystème humain derrière, en tout cas, que ça faisait sens, ça donnait du sens à tout ça. Donc voilà, et on a cultivé ce jardin collectif, puis on est naturellement parti sur finalement plus des arbres, des arbustes, tout ça. Au début, on partait sur du potager, un peu classique, on avait un peu nos idées en tête, un jardin, il y a des tomates, il y a des salades, tout ça, tout ça. Et puis, en fait, on se rendait compte qu'on n'y arrivait pas. On n'habitait pas à côté du jardin. Alors, on se mettait la pression pour venir tous les jours, cultiver nos petits bébés. On avait fait une petite pépinière avec des semis et tout ça. Puis, ça marchait pas bien, ces histoires de jardin potager. Par contre, les arbres, ils poussaient. Les plantes aromatiques poussaient bien. Les petits fruits. On avait mis des ruches aussi. Les abeilles, ça fonctionnait. Et on s'est rendu compte que c'était pas en adéquation avec notre lieu de vie, notre rythme de vie, etc. Nous, on venait 2-3 fois par semaine au jardin, de manière pas toujours régulière. Il y avait des allées et venues. Et du coup, à un moment donné, on a laissé tomber cette idée de faire un énorme potager. On a réduit l'espace de potager. On a décidé de faire nos semis sur nos balcons plutôt que sur place. Et puis, on a été sur des plantes qui pouvaient résister à peu d'arrosage, en tout cas qui supportaient d'être peu arrosées. Et puis petit à petit, le jardin, il a évolué on a mis en valeur les plantes sauvages qu'on pouvait manger, on les a ressemées, on les a nommées, illustrées pour que les gens qui viennent voient qu'en fait, c'était pas une friche, mais qu'il y avait plein de plantes sauvages. Et puis au milieu de tout ça, toutes les plantes vivaces, les aromatiques ont poussé, puis les arbres ont grandi.
Et puis ben, ça ressemblait à un grand jardin nourricier, comestible, médicinal, mais pas forcément un potager. Puis moi, voilà, ça m'a vraiment montré à quel point je me sentais plus proche des plantes vivaces que des plantes annuelles. Ça, c'est très personnel. Et puis à quel point aussi ça demandait de l'énergie de cultiver des plantes annuelles. Prendre soin chaque année d'un bébé, une plante annuelle, elle a un cycle du coup d'un an. Mais ça veut dire que tous les ans, eh ben, c'est un bébé dont il faut prendre soin, qui est très fragile, qu'il faut protéger des limaces, des insectes, qu'il faut arroser comme un petit bébé, qu'il faut ombrer, qu'il faut protéger du vent. Tout. Enfin, c'est vraiment, donc c'est super chouette à faire. C'est un très beau rapport à la plante. Mais moi, je trouve ça, moi, ça me fatiguait. Ça me fatigue un peu de faire ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me dire, mais et si on pouvait cultiver des paysages vivaces, finalement, dans la nature, il y a 10-15% de plantes annuelles, naturellement, dans un sous-bois, dans une friche, dans une clairière. La plupart des plantes, c'est des plantes vivaces. La nature, elle a cette stratégie-là d'investir dans le temps, finalement. Mais enfin, toutes les plantes n'ont pas les mêmes stratégies, mais les plantes annuelles sont surtout là pour repartir, régénérer un terrain, occuper un terrain quand il y a un bouleversement, quand ça redémarre. Donc c'est un peu le kit de redémarrage. Mais après, normalement, on part sur quelque chose qui s'installe et qui demande moins d'énergie, comme la forêt. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué d'abord et puis passionné ensuite. Cette histoire de voir comment est-ce qu'on peut réintégrer des plantes vivaces, pérennes, dans notre alimentation et puis dans nos paysages, dans nos jardins. Le tout, c'est d'arriver à basculer sur l'écosystème qu'on a envie de jardiner et de cultiver. Donc ces systèmes-là qu'on a mis en place avec les jardins-forêts, c'est des écosystèmes de lisière entre le bois et la prairie, sur un sol qui est déjà riche et humifère comme la forêt, mais avec la lumière de la prairie, un peu comme des savanes, quoi, des espaces assez ouverts pour qu'il y ait de la lumière. Enfin bref, voilà, c'est des systèmes qui m'ont complètement passionné. Puis alors, j'ai eu envie de vivre, en fait, à force d'aller dans ce jardin-forêt, à force de conseiller, d'accompagner la création de jardins-forêts avec le bureau d'études. J'ai eu envie d'y habiter dans ces jardins-forêts. J'ai envie de voir pousser les arbres pour de bon. Je ne me voyais pas vivre beaucoup plus longtemps que ça en ville. Donc voilà, il y a eu une période d'essaimage. J'ai eu envie de quitter la ville pour venir cultiver un jardin-forêt un peu plus grand et toujours dans une démarche collective. J'ai vraiment gardé cette idée du faire ensemble et voilà, vraiment d'une petite ruche. Donc on est parti de Grenoble avec cette idée. On nous a proposé, on a recherché pendant 6 mois des terrains autour de Grenoble d'abord. On voulait garder un peu notre réseau local et puis finalement la proposition était plutôt de l'autre côté du Vercors. On est dans le côté sud du Vercors, face à la Provence, dans la Drôme. Puis c'est là qu'on est arrivé. On s'y attendait pas forcément avec ma compagne Émilie. Et puis on est arrivé là. Puis c'était un lieu qui demandait qu'on en prenne soin. C'était une ferme vivrière à la base, qui a été très peu entretenue les dernières années, qui est un petit peu en friche, avec une maison complètement délabrée, en ruine. Et on a acheté ce terrain avec 4 familles. 4 familles, et ce qui nous a réunis, c'était l'envie de prendre soin du lieu. Voilà. Donc on n'a pas fait de grandes chartes, de grands trucs d'intention, on avait juste envie chacun à notre manière de prendre soin des arbres qui étaient déjà présents et puis de continuer à en planter. Puis voilà, on est là et puis on a ce rêve de jardin-forêt nous a amené à construire une grosse baraque, un gros château en terre-paille pour les 4 familles. C'est ce qui nous a occupés. Mais avant de construire le château en terre-paille, on a commencé à planter quand même des arbres. Donc c'est grâce à ça qu'on a des arbres maintenant. Là, on est sur la fin du chantier, puis on a des arbres qui ont déjà 4-5 ans. C'est chouette, c'est chouette. Donc voilà, on teste plein de formes de jardin-forêt ici. L'idée, c'est pas tant d'imiter, d'avoir une ambiance de forêt, c'est vraiment l'idée d'avoir un maximum de diversité sur une même surface, d'avoir plein de plantes qui cohabitent, puis d'avoir des plantes pérennes, quoi, des plantes qui habitent l'espace, pas retourner le sol chaque année pour y remettre d'autres plantes, tout perturber. Et du coup, on a quelque chose qui se passe au-dessus du sol, mais on a aussi quelque chose qui se passe en dessous du sol avec
toutes les symbioses, toutes les interactions qui se mettent en place de manière pérenne. Si chaque année, les champignons, les plantes, les bactéries doivent repasser des nouveaux arrangements, des nouveaux deals les uns les autres, se chercher, se trouver, c'est de l'énergie, c'est du temps. Alors que là, ça s'installe petit à petit et puis tout le monde apprend à se connaître, quoi. À la fois nous, entre nous, mais aussi toutes ces petites bestioles, tous ces micro-organismes au pied des arbres, des plantes. Voilà. Et on a commencé à mettre en place d'abord un jardin forêt d'observation un peu qui était la première parcelle. C'est une parcelle où on a mis des plantes qu'on nous offrait, on a mis des plantes qui nous intriguaient, qu'on aimait. On a été chercher de la diversité. L'idée c'était de faire un jardin ressources pour la pépinière avec des plantes qu'on allait pouvoir multiplier. Un jardin ressources aussi pour l'observation, pour l'apprentissage. Ça nous a permis de voir un peu comment ça pousse sur ce lieu qu'on ne connaissait pas, qu'on continue à découvrir tous les jours. Voilà, on apprend, on observe sur ce premier jardin. C'est un jardin nourricier, c'est un jardin très mellifère aussi. On est arrivé de Grenoble avec des ruches, on les a posées là, et puis voilà, la plupart des plantes qui sont dans ce jardin sont aussi là pour les abeilles. Et si on a des abeilles, c'est pour le jardin plus que pour le miel. Donc voilà, c'est un premier jardin vraiment de ressources, un petit oasis. Puis de ce jardin sont nées d'autres parcelles de jardin, là plus dans une idée de pouvoir produire de la nourriture. Donc on les organise sous forme plus de haies fruitières, toujours multi-étagées, mais des haies fruitières qui vont être petit à petit gérées par l'association du coin qu'on a montée avec une AMAP. Donc les gens participent, ils comptent leur temps. 1 minute égale un pépin. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir avoir comme ça un petit système d'échange autour de la production. Donc ça se met en place doucement. C'est comme le jardin ressources. On s'observe, on adapte le système petit à petit. Histoire que dans quelques années, quand les arbres rentrent en production, on soit opérationnel pour fonctionner ensemble. Parce que c'est des jardins qui peuvent produire beaucoup, mais après on est complètement perdu parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller récolter. C'est beaucoup moins rationnel. On ne passe pas dans une ligne de pommier à tout récolter. Il y a des plantes au pied, derrière, autour. Donc si on prend tout cumulé et qu'on arrive à tout récolter, tout transformer, alors là c'est sûr qu'on a de l'abondance au taquet. Par contre, ça prend plus de temps, ça demande des gens qui connaissent un peu plus le lieu. On ne peut pas juste embaucher des saisonniers comme ça qui passent comme des robots. Donc ça remet en question un peu tout le système socio-économique aussi dans lequel on est, parce que le temps coûte super cher. Donc si on essaye de se payer au temps passé, ou qu'on veut payer des gens au temps passé à récolter dans des jardins forêts, c'est compliqué. Par contre, si des gens veulent passer du temps pour venir se nourrir, là ça fonctionne. Donc il y a aussi toute cette invitation-là, puis on essaie de trouver un système qui est un peu intermédiaire entre les deux. Un système qui est quand même qui est quand même un petit peu rationnel, Donc c'est pour ça, il y a ces lignes de haies fruitières avec différentes thématiques pour chaque haie fruitière et puis quand même de la diversité. Et voilà, ça se met en place. Là, le prochain, on a mis en place un peu sous la pépinière. La pépinière, c'est le premier organe qu'on a mis en place dans le système. C'est un peu l'organe de reproduction. Alors, on s'est dit, waouh, là, il y a quand même de la surface. On a presque 2 hectares d'ouvert à planter, avec des bois à côté qu'on peut aussi commencer à cultiver doucement. Puis on s'est dit qu'il allait falloir qu'on multiplie nous-mêmes nos plantes, et c'est parti, quoi. Quand on commence à mettre le doigt dans la pépinière, on se rend compte qu'on est dans un univers d'abondance. Il n'y a pas de limite, quoi. Les plantes, elles n'ont pas de limite pour se multiplier. Et là, c'est cette abondance, elle permet de régénérer le terrain ici, elle nous permet d'échanger des plantes, puis ça nous permet de mettre en place un petit système économique aussi, donc de vendre des plantes. C'est une espèce de micro-pépinière. On adapte des plantes, on les cherche, et puis voilà, ça permet d'avoir une activité économique en attendant que les arbres aussi produisent. Donc des plantes qui sont adaptées, qui s'adaptent progressivement ou qui sont adaptées à notre lieu ici. Voilà, on se pose aussi des questions, on se dit que les plantes qu'on multiplie aujourd'hui, c'est des plantes qui vont pousser demain, et puis c'est quoi les conditions demain? Avec le changement climatique, c'est des arbres qui vont pousser dans un climat complètement différent du climat d'aujourd'hui, avec des hivers beaucoup plus doux, avec des chutes de neige plus importantes, avec des hivers plus courts aussi, avec des arbres qui débourrent plus tôt, avec
avec des déficits hydriques, des temps de sécheresse plus longs, des pluies plus fortes. On a un ami, un expert dans la gestion de l'eau aussi collective, qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, qui nous disait que les ressources en eau vont diminuer au moins de 50% dans les rivières, et notamment dans le Rhône, dans les 30 prochaines années. Donc le Rhône qui diminue de 50%, ça veut dire que tous les usages agricoles autour vont devoir faire autrement, parce qu'aujourd'hui tout le monde pompe dans le Rhône, on se sert aussi un peu dans la Drôme, c'est tout le bassin versant et jusqu'ici qui est concerné, donc avec des questions collectives aussi de comment gérer la ressource en eau. Ça, c'est des grandes questions qui sont des questions collectives que moi j'aborde, qu'on aborde ici avec le spectre du paysagiste, le spectre de l'agriculteur, du pépiniériste. Et voilà, on essaye d'explorer ça, on s'offre le luxe ici d'expérimenter différents systèmes, ce qu'on ne peut pas toujours faire quand on est lié à un système de production qui doit être tout de suite rentable. On essaye de mettre en place des systèmes agricoles dessus, mais on explore, on se donne la liberté d'explorer différents systèmes, notamment pour gérer l'eau, garder toutes les gouttes d'eau sur le terrain, faire en sorte que l'eau soit vraiment disponible pour les plantes aussi, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment en été. Des fois, il y a des orages, mais ce n'est pas pour autant que les plantes peuvent en bénéficier. Enfin, voilà, le climat est en train de changer de manière vraiment brusque, il y a un virage, et puis les plantes qu'on produit là, il faut qu'elles puissent pousser dans le monde de demain. Là. Elles sont là, normalement elles devraient encore être là dans 50 ou 100 ans, tous ces arbres qu'on produit. Donc c'est à ça aussi qu'on essaye de penser. On cherche des plantes qui... Pour ça, on essaie de les adapter, mais ça prend du temps. Donc on cherche aussi des variétés qui poussent dans des climats qui pourraient ressembler à ce qu'on va connaître. Des climats, on est en train de perdre un peu notre petit climat tempéré, notre petit privilège. C'est ça en fait dont on a peur, l'effondrement, le changement climatique. La planète, elle connaît déjà plein de climats difficiles, mais les plantes savent s'adapter, mais c'est notre petit privilège, ce petit climat tempéré qui est juste magique, là, avec ses 4 saisons bien marquées. Tout ça, on risque de devoir faire le deuil de ça, peut-être, j'espère pas, mais c'est possible. Donc voilà, les plantes qu'on cherche, elles viennent aussi de climats plus continentaux. On cherche des climats continentaux, méditerranéens, mais avec du froid, donc plutôt du Caucase, d'Asie mineure, du sud de la Russie, de l'Europe de l'Est. Tout ça, là, ils ont déjà des climats qui sont un peu compliqués, qui ressemblent sûrement à ce qu'on va connaître. Donc voilà, on explore ça avec tout un réseau de petits pépiniéristes. Il y en a plein en ce moment qui émergent de partout en France. C'est génial, quoi, des petites pépinières à échelle humaine. Et voilà, c'est une aventure. On ne veut pas en faire un projet en tant que tel. C'est un organe du système. On veut y travailler à temps partiel, à mi-temps avec François, mais pas en faire une activité unique, quoi. On n'est pas dans la monoculture et on n'est pas dans la monoéconomie non plus. C'est pareil, on ne va pas vivre des ruches. On a des ruches, mais elles nous rendent déjà bien des services en nous pollinisant les arbres. Donc voilà, on prend aussi juste ce qui est possible. Et puis après, l'idée, c'est de valoriser au maximum. Dès qu'on aura mis en place le système, là, on a encore le nez dans le guidon. Donc on passe notre temps à faire du gros, du lourd, du terrassement, des plantations, à arroser les jeunes arbres. Puis petit à petit, le système se met en place progressivement. Et puis petit à petit, on va récupérer du temps pour faire un peu venir valoriser un petit peu tout ça, ce qui prend du temps aussi, faire des transformations, faire des petits baumes avec la propolis, la cire, les plantes médicinales, tout ça. Et puis ouais, si, il y a la prochaine étape, c'est maintenant qu'on a observé jardin numéro 1, observé les fruitières. Troisième étape, c'est planter le jardin des vignes. On veut faire encore des fruitières, mais avec de la vigne. On est en train de mettre de la vigne de partout. Partout, la vigne, c'est une plante pour moi qui est hyper résiliente, qui va s'adapter justement à ces climats-là, qui produit du sucre avec peu de choses, qui a plein de saveurs. On peut en faire du jus, sécher les raisins, faire plein de trucs, faire de l'alcool. Enfin, on peut faire plein de choses avec le raisin. Donc on veut mettre la vigne partout, et puis tant qu'à la mettre, autant adapter le système à la vigne. Donc on va essayer de lui refaire un petit paradis, quoi. On va essayer de la faire repousser dans des comme elle pousse naturellement, la vigne. Naturellement, elle part à l'assaut des arbres, elle monte dans les haies,
beaucoup au bord des rivières, des ripisylves, tout ça. Donc on va essayer de lui refaire des aménagements avec des baissières, avec des arbres au pied, puis la faire pousser sur des treilles pour qu'elle aille chercher la lumière au début à côté des arbres. Voilà, faire une espèce de verger où la vigne se marie avec les arbres fruitiers. Et puis vu que la vigne va nous créer un peu des espaces dessous à la mi-ombre, un peu protégés, ben, ça sera propice pour y faire passer aussi des poules pondeuses. On va pouvoir remettre un peu des animaux dans le système. Pour moi, c'est un peu les dernières pièces de cet écosystème quoi, qu'on va venir mettre maintenant qu'on a posé les premiers éléments du système et qu'une fois qu'on gère l'eau, qu'on a les cheminements, qu'on commence à avoir nos habitudes, ben, on va pouvoir dégager du temps. Puis voilà, ce temps, on va pouvoir le consacrer à des animaux. C'est ça un peu quoi, c'est tout un écosystème. Voilà, c'est des paysages comestibles. Moi, c'est un truc qui me passionne quoi. C'est vraiment euh, cultiver des paysages d'une autre manière pour demain. Le paysage, c'est quelque chose qui nous... Pour moi, c'est l'interface. Quand on parle d'un paysage, c'est déjà qu'on est dedans, quoi. Sinon, on ne parle pas de paysage. C'est le sauvage, c'est la vie, quoi. Mais si on parle de paysage, c'est bien qu'il y a un observateur, c'est bien qu'il y a des gens qui perçoivent ce paysage par leur sens. Donc un paysage, c'est forcément, on est déjà dans l'interaction avec les gens qui y vivent. Et, euh, Et puis il y a cette notion de temps, on est obligé de... Le paysage, il nous oblige à être là, présent aujourd'hui, parce qu'il pousse aujourd'hui et qu'on doit prendre des décisions tous les jours, là où on est. Et en même temps, bah, il nous invite à se projeter dans le temps, parce qu'il faut mettre les lunettes 3D, quoi. Les arbres, tu vois, le jardin forêt là, qui est à côté de nous, et là on dirait pas, mais il y a de la place encore. Mais en fait, si on imagine les arbres qui sont déjà grands, ils touchent déjà tous les uns les autres. Et puis il y en a qui seront morts le temps que les autres arrivent à maturité, commencent à peine à produire des fruits. Les pêchers, ils seront déjà peut-être plus là quand certains pommiers commenceront à produire des fruits. Donc il y a une rotation, une succession, il y a plein de choses. Le paysage, il est en mouvement, quoi. C'est pas une carte postale. Ici, là, on parle de paysage comestible. C'est quelque chose qui évolue, qui vit. C'est un organisme vivant, quoi. Et pour moi, ça devrait être ça, le paysage. C'est pas quelque chose de figé qu'on cherche à maintenir avec toujours pareil, quoi. On a un plan et puis il faut que ça bouge pas, comme certains jardins à la française. On n'est pas à Versailles, quoi. Là, c'est un paysage qui est en mouvement, pour reprendre l'expression de Gilles Clément, que j'adore. C'est vraiment, on fait avec ce qui pousse, on fait avec le vivant. Et puis finalement, ce qui fait paysage, ben, c'est tout ce qu'on perçoit de ce vivant, quoi. Voilà, dès que je perçois du vivant, dès que je perçois l'écosystème avec mes sens, il y a un paysage. Il y a un paysage sonore, olfactif. Il y a un paysage qui vient me toucher. Je peux me laisser toucher un peu par les choses, par le vent, mais aussi par les plantes, par leur présence. C'est ça qui est bon aussi, c'est d'être en immersion. C'est pour ça que c'est régénératif. On dit on fait des paysages régénératifs, alors ils se régénèrent eux-mêmes, ils régénèrent le sol, mais ils nous régénèrent aussi, parce que finalement, quand on commence à cultiver un paysage, on met le doigt dans un engrenage qui nous prend, qui nous intègre, qui nous inclut. Puis quand on est inclus dans le vivant, on n'est plus tout seul, on fait partie d'un tout. C'est là, on est à la fois tout petit et mortel, et à la fois immortel. Parce que bah, ça continuera après nous, parce qu'on fait partie d'un super organisme, tout ça. Donc c'est là, ça nous régénère en fait. Moi, à chaque fois, à chaque moment où je me sens faire partie d'un tout, et où je me sens pas isolé tout seul, ben, je me régénère, je me sens en sécurité, je me sens en confiance. C'est pour ça aussi que je fais ça. Je fais pas ça pour sauver la planète. Je le fais parce que ça me fait du bien. Je me fais parce que ça manque, parce que sinon je pète une pile, tu vois. C'est juste, c'est ça en fait. On fait les choses, faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on fait les choses pour les autres. Faut les faire parce qu'on les fait pour soi, parce qu'on... Voilà, est-ce que je suis dans ce qui me fait du bien? De toute façon, sinon, c'est pas pérenne. On fait les choses... On parle de permaculture, mais la permaculture, elle peut être permanente que si nous, on est dans quelque chose qui nous nourrit aussi. De toute façon, on cherche que ça. Si je passe plus de temps devant mon jardin forêt que devant ma télé, qu'il il me procure plus de plaisir, en fait, hein. C'est qui me fait du bien à tous mes sens, et que c'est plus grand que ce qu'on me donne à manger, d'émotionnel, de machin, et que finalement, il faut donner à manger. Si on fait le vide, si j'essaye de ne pas rentrer dans tous ces trucs émotionnels, qu'on essaye de me servir à tous les repas, chaque fois que j'allume un écran ou que je tourne la radio, bah, faut pas que je m'en coupe. La nature a horreur du vide, alors il faut le remplir avec quelque chose d'autre. Donc si je le remplis avec quelque chose qui me fait plus de bien,
Et ben, à ce moment-là, ça me manque pas, quoi. Ça me manque pas. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça aussi que des fois les gens nous disent ah c'est super, bravo pour ce que vous faites, mais on n'a aucun mérite, on le fait parce que ça nous voilà, ça nous le rend bien, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment génial. Puis c'est génial de le partager avec des gens. Là, vous êtes de passage avec nous, on le partage avec vous, le partager avec d'autres, ça aussi, ça fait du bien. Ouais, voilà, c'est des choses qui nous permettent. Si on veut être en autonomie, c'est bien d'avoir des fruits, mais c'est bien aussi d'être en confiance. Voilà, si on veut être autonome, c'est parce qu'on veut être libre. Si on veut être libre, eh ben, c'est parce qu'on veut pouvoir un peu choisir ce qu'on fait, pouvoir penser librement. Mais tout ça, bah, ça va aussi avec le fait de s'intégrer dans quelque chose de pérenne et dans un écosystème qui nous porte et tout ça. Donc le jardin-forêt, ça va bien au-delà de, de juste ce qu'on voit, quoi. On commence par là souvent, c'est vrai que j'en parle, comment on associe des massifs, on peut jouer à avoir des plantes qui fleurissent à toutes les saisons, ou de faire des associations de couleurs, et ça fait du bien aussi. Mais en fait, c'est une démarche qui est plus profonde, quoi. Mhm. Il y a ton livre qui est disponible du coup. Ah ouais, j'ai écrit un petit livre, on m'a invité, j'étais pas parti pour ça, mais finalement, mon ami Jean-Philippe Baudouésy, qui est aussi passionné de jardin-forêt, là, qui a fait des super jardins-forêt qui m'ont vachement inspiré au Bouchot, à l'éco-centre du Bouchot, est venu me trouver en me disant ben ouais, il y a un éditeur, Ulmer, qui veut qu'on fasse un bouquin ensemble. Et puis voilà, il a réussi à me convaincre. J'étais pas bien motivé parce qu'on était bien pris par tout ce qu'on faisait, là, la maison, les jardins forêts. Puis finalement, on est parti dans l'aventure. Jean-Philippe s'est retiré parce qu'il était encore plus occupé que moi, il faut croire. Et puis voilà, j'ai trouvé un peu de temps cet hiver. On a mis, pour tout mettre par écrit, on a fait un manuel pratique. Vraiment, l'idée, c'est un condensé d'informations pour démarrer son jardin forêt ou le rêver. Et donc un petit livre bien pratique aux éditions Ulmer, forêt nourricière et fruitière. Et ouais, c'est chouette, ça c'était le petit bébé du printemps. On le Mhm. trouve sur le site de l'Université des Alvéoles. On a mis en place aussi autour de ce livre, il y a des fiches plantes qu'on a mis en place, qu'on peut commander, mais on a mis en place toute une base de données qui est en accès libre, enfin gratuit, pour ceux qui s'inscrivent au campus des Alvéoles. C'est une plateforme de ressources autour de la permaculture et des plantes. Et on a mis en place une base de données avec plein de plantes qu'on a ici, même d'autres. Un peu l'essentiel, on a commencé par 160 plantes qui nous semblent un peu, voilà, pour nous, importantes à avoir dans un jardin-forêt. Puis on a mis toute une petite base de données pour que les gens puissent chercher les plantes qui poussent chez eux, qui répondent à leurs besoins, voilà, avec des critères croisés. Enfin voilà, c'est un peu l'aboutissement. Ça fait 3 ans qu'on y bosse avec plein d'anciens stagiaires. Et voilà, là c'est en train de sortir, c'est sorti, on est en train de le peaufiner un peu, mais c'est vraiment un printemps d'accouchement de plein de choses, quoi. Le livre, les fiches, la base de données, on se régénère aussi. On avait le nez dans le guidon pendant 3 ans, et puis là on commence à relever le nez. Et, ça fait du bien aussi de voir un peu les rayons du soleil. Il y a des moments qui sont intenses, quoi, dans la vie, avec les enfants, les bébés, les plantes, la pépinière. Et voilà, donc c'est chouette, quoi. Vous pouvez. Et le livre, c'est un bon moyen de partager ça aussi. Mhm. Après, bon, ceux qui veulent aller plus loin, on a une formation, on fait des formations sur place, formation en ligne aussi qui permet d'approfondir. Pour ceux qui ont vraiment un projet, là, on a mis en place cette formation qui est encore, voilà, qui est vraiment du gros concentré d'informations et de méthodos pour faire le projet pas à pas. Mais déjà, avec le bouquin, il y a déjà de quoi rentrer dans le sujet et découvrir ça. Ce serait quoi ton rêve du coup avec ce parcours? Déjà, continuer à semer plein de graines ici dans cet écosystème, avoir du temps pour être voilà, pour cultiver ces jardins-forêts qu'on a mis ici. Donc tout simplement, mon rêve, c'est de pouvoir continuer à vivre là, c'est déjà beaucoup. Et puis d'avoir du temps aussi pour aller aider à essaimer, à faire en sorte que en fait, continuer à accompagner la régénération de nos paysages, quoi. Donc continuer à renourrir ça. J'ai démarré avec un petit bureau d'études, on l'a mis de côté, puis là on a des propositions de projets qui me font bien rêver, de régénération de carrière, régénération de terrain. Donc ça, ouais, de participer un peu à accélérer ce cycle. Tout se fait sans nous. Si on arrête, si on n'est plus sur la planète, ça va se régénérer tout seul. Les choses se sont bien faites avant nous, mais
je pense qu'on peut avoir un rôle d'accélérateur. On commence à comprendre un peu comment marchent nos écosystèmes, comment on peut créer du sol. Moi je pense qu'il faut se mettre au service des plantes et planifier un peu ça pour essayer de faire en sorte avoir une stratégie pour faire en sorte que les choses qui se passent naturellement se passent encore plus vite. Comme ça, on stocke du carbone, on tempère le climat, on recrée du sol, on stocke de l'eau. Enfin, voilà, là, il est grand temps de créer des paysages vertueux et résilients, donc de cultiver un cercle vertueux avec l'eau, le sol et les plantes. On a tout ce qu'il faut, on sait faire, c'est des choses qui ne sont pas si compliquées, il n'y a pas besoin d'avoir des équipes d'ingénieurs de la NASA pour faire ça. C'est des trucs qu'on peut tous faire et j'ai vraiment envie de continuer à nourrir ça, à faire en sorte que ça se démultiplie. On a envie de semer aussi, d'essayer de faire de la recherche pour essayer de semer des jardins-forêts, beaucoup plus, que ce soit encore des plantes qui sont encore mieux adaptées. Enfin, il y a plein de rêves dans les cartons, mais voilà, continuer à aller dans cette direction du paysage nourricier. Merci de me laisser partir avec ce rêve. Trop bien, tu vas partir avec des kits plantes, tu vas pouvoir peut-être accompagner d'autres projets, peut-être des gens qui nous écoutent, qui vont t'accueillir et tu vas peut-être pouvoir les aider à démarrer leur projet de jardin-forêt et à le designer. Ça serait chouette ça. Voilà, c'est trop bien d'avoir des designers volants qui butinent et qui essaiment, qui partent de la pépinière des alvéoles pour accompagner d'autres projets. C'est une belle vision. Excellent. Trop bien. Yes, je te remercie. Merci à toi, Kevin, c'est vraiment top. Ça fait vraiment plaisir de partager ça avec toi et génial. Bonne route. Merci.